le prochain. Alors, s'agissant de ce dossier, évidemment, nous, on avait quand même ce prisme un peu judiciaire. On voulait interroger la place de la justice, parce que la justice fait aux enfants, comment les enfants sont saisis par la justice, mais on voulait quand même élargir un peu la focale et aller interroger de façon plus générale les interactions, les rapports, les influences réciproques entre les institutions, et pas seulement l'institution judiciaire, et les enfants. Alors, pourquoi c'est pas moi? Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est un petit peu pour ça qu'on est allé chercher Wilfried, puisque effectivement, comme sociologue spécialiste des primes socialisation, tu as travaillé auprès d'enfants, donc notamment dans le cadre de recherches avec des jeunes enfants scolarisés, en crèche. Tu as aussi fait un terrain sur la justice aux affaires familiales, et donc on se disait que c'était important d'avoir un regard un peu extérieur à l'institution judiciaire et pas seulement sur ça. Voilà. Donc peut-être, mais j'aurais évidemment sur cette question des questions à poser aussi à l'IS et à Tal, mais peut-être commencer avec toi, Wilfried, pour que tu nous poses un petit peu déjà ce qu'on doit entendre par cette notion d'institution sociologique, pour qu'il n'y ait pas peut-être de mauvaise compréhension. On parle de l'institution judiciaire, etc., mais je pense que vous, sociologues des institutions, vous avez une définition un petit peu plus large ou différente. Et puis surtout que tu nous expliques de ton expertise, de ton regard, comment les institutions prennent en charge les enfants, et notamment dans l'entretien, tu développes pas mal la question de l'identification des enfants par les institutions, comment se déroule ce processus, et surtout son enjeu, en expliquant, si j'ai bien compris, que ce concept, que cette façon d'identifier les enfants est à la fois nécessaire et possiblement dangereux, quoi. Voilà. Donc peut-être je te laisse intervenir en premier. Oui, je ne sais pas si je vais poser des bases définitionnelles en disant maintenant c'est comme ça. Non, mais enfin voilà, juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Bah, il y en a toujours de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des malentendus, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Bon, moi, je fais partie des gens qui pensent que les mots, ils ont le sens qu'on leur donne, et on comprend quand on les pratique, en fait, le sens qu'ils ont. Donc, je vais plutôt dire en gros ce que moi je retiens souvent sur ces questions-là, mais en allant directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire quand on pose une question comme comment les institutions prennent en charge les enfants, et puis quand on commence un débat comme celui qu'on a tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à avoir cette idée: est-ce que les institutions sont, en gros, pour aller vite, gentilles ou méchantes avec les enfants? Est-ce que ça se passe bien ou pas bien? Ce qui est une vraie question, et ce n'est pas moqueur ce que je dis. C'est bon. La chose peut-être qu'on peut dire, mais sans forcément d'ailleurs rentrer dans les questions définitionnelles, c'est que l'une des difficultés qu'on a dans ces choses-là, et qu'on voit très très bien, par exemple, dans le cas de ce qu'a évoqué Lies tout à l'heure, la protection des enfants, le placement des enfants, c'est que les institutions, elles ne sont pas extérieures aux enfants, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais elles font les enfants, elles construisent les enfants. Il n'y a pas les enfants d'un côté et l'institution de l'autre. C'est-à-dire que finalement, toute la vie des gens en général, et des enfants en particulier, elle est institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est à la fois structurée par des manières de voir, des idées sur les gens, des identifications aussi, c'est-à-dire des définitions de ce que sont les gens, des étiquettes, comme on dit parfois. Vous êtes plutôt ceci que cela, mais ça, il y en a partout. Hein. On est en CM2, on est employé chez un tel. Bon, bah, c'est pareil pour les enfants. On est placé dans tel endroit. C'est vrai que ça identifie. Et puis, les institutions, peut-être au sens beaucoup plus concret, qu'on nous on appelle plutôt organisation, mais ce n'est pas tellement un problème, c'est-à-dire le fait qu'il y a des institutions comme l'école, la justice, la famille, qui fonctionnent et qui correspondent à des configurations pratiques qui font la vie des enfants, et qui ont aussi d'ailleurs des réalités matérielles qui construisent la vie des enfants. Donc peut-être pour aller au fond de moi, ce qui m'intéresse, c'est une des difficultés qu'on a politiquement, peut-être le dire comme ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas d'un côté l'institution et les enfants de l'autre, en fait, la critique des institutions, elle pose toujours le problème de dire qu'on ne peut pas les critiquer complètement comme un en dehors en fait, de la vie actuelle des enfants. Donc, je vais incarner ça. Si, par exemple, on dit sur la question de l'identification, si on commence à dire les institutions nous identifient, par exemple, la justice, elle décide que tel enfant, il doit être placé. Bon. La justice décide que tel enfant est délinquant.
ce qu'on a en tête, c'est cette idée d'étiquette, d'étiquetage. Donc, c'est un peu le côté, on met les gens dans des cases, ça pose un certain nombre de problèmes. Vous voyez, on a tout de suite une idée. Bon. Le problème, c'est que, en fait, c'est le travail ordinaire des institutions, de toute institution, de dire ce que sont ces usagers, de dire ce que sont les gens. D'accord? Et que quand on ne le fait pas, quand rien ne se passe, ce n'est pas forcément la liberté qui se profile. Il y a une forme de domination qui est très importante à voir, c'est, pour le dire en termes enfantins, ne pas calculer les gens. Pour le dire en termes un peu Foucault, c'est faire vivre ce qu'on veut et laisser mourir les autres en n'en disant rien sur eux. Donc, par exemple, dans le cas du placement des enfants, c'est tout à fait important. Parce que, en fait, si tu veux, on peut à la fois dire ce que vient de dire Lies, je fais exprès de dire un truc un peu critique comme ça lancera la discussion. Mais en gros, la difficulté qu'on a, moi je suis certain que si je connaissais Lies personnellement, je serais d'accord avec à peu près tout ce qu'il pense sur la question, mais c'est vrai que tu te dis, il est clair que tout un système d'aide aux enfants, de placement, est légitime parce qu'il considère les enfants comme des mineurs, c'est-à-dire des dominés, des gens qui n'ont pas la parole, et c'est pour ça qu'on leur attribue un certain nombre de ressources. C'est pour cette raison-là, on dit qu'ils sont faibles, donc ils ne sont pas bien d'une certaine manière, et on va leur donner des choses comme par compensation. Et dès qu'on commence à se dire, bah non, mais ce qui est une vérité, mais non, mais ils ne sont pas faibles, il faut arrêter, ils ne sont pas faibles à ce point, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, eh bien, on met toujours en danger tous les bénéfices qu'on a de compensation. Mais ça, c'est pareil pour toute forme de domination, c'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour les peuples enfants dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est important. La question politique pour moi, c'est comment on fait pour dire non, il ne faut quand même pas déconner, on va quand même avancer là-dessus, on va arrêter de considérer, par exemple, que les enfants placés de 14 ans n'ont aucun droit, aucune manière de pouvoir dire, en fait, d'avoir le voix au chapitre sur la manière dont on les traite, et en même temps, sans être en même temps dans la remise en cause du fait que qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages par l'État, de ressources, d'attention, etc. Et ça, je pense que c'est un point très important parce qu'il y a une espèce de don contre don, en fait, dans le rapport qu'on a aussi à l'État, aux institutions en général. C'est on va vous donner des choses, mais si vous acceptez une situation de dominer. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que poser des problèmes comme ça fout un peu les boules parce que des fois on se sent un peu bloqué, mais je pense pour moi c'est le vrai enjeu politique, quoi. Et je pense que du coup les réponses politiques à ce genre de questions, elles doivent être à la fois radicales et en même temps elles doivent pas être un peu genre attendez c'est compliqué donc on va faire un peu, mais elles doivent être précises, elles doivent se positionner à des endroits précis parce que sinon on retombe facilement dans une vision libérale où c'est facile, on se passe des institutions, on se passe de l'identification, on se passe de la prise en charge et en fait les enfants les plus faibles crèvent, quoi, en gros, pour aller vite, hein. Pas seulement les enfants. Alors oui, mais d'un autre côté, c'est pour ça ce que je disais, c'est que tu expliques que ce phénomène d'identification, il est aussi nécessaire pour identifier les problèmes en fait et pouvoir y répondre. Mais à la fois, il me semble que tu expliquais que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une tendance de reprendre en fait des identifications posées par les autres, et notamment quand on se met de la place du juge des enfants. Il reçoit en fait une identification accolée par l'école, par sa famille, par les services de protection de l'enfance qui ont mené une enquête sociale, etc. Et ce que tu expliques dans l'entretien également, c'est que ce qui est compliqué, c'est qu'on a tendance à refaire toujours le même. Et on connaît très très bien en fait refaire du même. On connaît très très bien ce phénomène en protection de l'enfance et que du coup, on a tendance effectivement à enfermer certains enfants dans certaines identifications, ce d'autant que plus ils sont petits, et moins ils ont en fait de critères possibles d'identification par rapport à un adulte. Et donc on va souvent se référer à des critères très génériques. En souffrance, oui, mais une fois qu'on a dit en souffrance, on n'a pas dit pourquoi, enfin il faut quelque chose de plus fin, ou alors coller l'étiquette de dangereux qui met en danger les autres, etc. Voilà, et ce que tu expliquais, et je peux citer peut-être un passage de l'entretien qui résume assez bien l'enjeu de tout ça. Tu disais, derrière ces enjeux d'identification des enfants par la justice, il y a des enjeux de rapport égalitaire au droit. Plus les magistrats ont des difficultés à produire des identifications autonomes des enfants, plus ils renvoient les justiciables, les enfants, à leurs inégales possibilités sociales de faire valoir une identité.
Il y a d'un côté les plus dotés, les mieux insérés socialement, qui peuvent produire des témoignages de plein de gens sérieux, des attestations, etc., des certificats médicaux. Ceux qui savent avec quels mots il faut se raconter, justifier face au juge ou à un expert. Et il y a ceux, au contraire, qui ont un pouvoir extrêmement réduit pour s'auto-identifier, qui n'ont pas les documents, qui parlent mal, etc., qui peuvent être très dépendants des identifications posées par d'autres et qu'ils ne contrôlent pas. Voilà, donc c'était un peu cette ambivalence en fait de l'identification à la fois nécessaire et qui peut enfermer. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et puis après, je pense que l'IS là-dessus, il pourrait avoir pas mal de choses à nous dire. Oui, bon, c'est exactement ça. Enfin, du coup, je vais faire très bref. C'est le fait que l'identification, c'est un concept dans les sciences sociales qui vient des historiens. Ils ont lié ça à la question du développement de l'État. Au bout d'un moment, tu dois filer par exemple, des aides sociales à quelqu'un en particulier, tu dois avoir son nom, il doit avoir un état civil. Et puis, une fois que tu as cette logique-là, bah, elle est vraie pour tout. Tu veux punir quelqu'un, au contraire, tu dois savoir qui c'est, etc. Le problème actuellement, et là c'est un problème politique, c'est qu'effectivement, tu finis par avoir une forme de… Comme en fait les institutions ont de moins en moins de moyens, ces choses un peu concrètes que les militants connaissent bien, bah, du coup, elles ont moins en moins de temps de produire des identifications autonomes et de rejouer les choses. Et elles laissent de plus en plus, donc ça c'est un premier truc, du coup, elles reprennent de plus en plus ce qui a déjà été dit sur les enfants, par exemple. Et donc, bah, là, pour le coup, ils sont bien dans des cases. On regarde ce qu'a dit leur dossier scolaire, par exemple, et puis bon, ça va les suivre partout. Et puis du coup, c'est la même logique quasiment. Elle laisse effectivement les uns aux autres, comme elle ne fait pas le travail d'aller, par exemple, vers les familles, vers les enfants, parce qu'elle ne peut pas, ça coûte de l'argent, etc. Eh bien, elle laisse aux gens le fait de… Elle laisse aux gens à leurs inégalités de capacité à se parler, à se décrire, quoi. Donc, c'est en gros ce que tu dis. Je ne développe pas trop parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que c'est un cas, le cas des identifications des enfants en particulier n'est qu'un cas particulier d'un truc très très général qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, si on veut une action collective, bah souvent c'est une action publique et puis du coup c'est une action d'État et elle implique en fait des formes de repérage des populations, de gouvernement et du coup un peu de domination forcément, quoi. Et en même temps, donc, quand on lutte comme ça parce qu'on en a ras-le-bol, ce qui était aussi correspond à des séquences politiques qu'on a connues dans les années 60-70, bah, on est toujours au risque de dire bah, du coup, ah là, on ne sera pas identifié, on ne mettra pas spécialement, par exemple, je sais pas, on ne créera pas des ZEP, par exemple, et bah, du coup, il n'y aura pas de moyens particuliers pour les enfants des classes populaires. Voilà, c'est pareil pour le placement, en fait. Merci. Alors l'IS, oui, parce que dans le dossier, nous aussi, on aurait aimé avoir aussi un regard d'enfant ou une parole d'enfant. On a essayé d'avoir, et alors c'est là que c'est un petit peu drôle, on n'a pas réussi pour des problèmes alors de timing d'une part, mais aussi d'autorisation des titulaires de l'autorité parentale, puisqu'on avait envisagé une interview d'un enfant placé, enfin voilà, un petit atelier de travail, etc. Donc, enfin voilà. Mais du coup, c'était important pour nous de t'avoir avec nous. Et je pense que sur cette question en fait, d'étiquetage, repérage des enfants, l'IS, de ta double expérience d'ancien enfant placé et d'éducateur, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien. Et là où je voudrais peut-être t'amener, c'est, je me demandais si peut-être, puisque toi tu dénonces beaucoup les violences institutionnelles en fait, et à juste titre, si peut-être la première violence, c'est pas souvent en fait cette identification rigide, on va dire, qui colle à la peau d'un certain nombre d'enfants. Alors, on a d'une part une difficulté, pour le coup, d'identifier les enfants en danger. Ça fait l'objet enfin, voilà, de plein de questions. Là. Dans l'inceste, on est en plein dedans, comment les repérer, comment ceci, comment cela. Et d'un autre côté, on le sait, les institutions elles-mêmes de protection de l'enfance, les juges, etc., ont tendance à coller des étiquettes que parfois, ils auront du mal à remettre en question. Donc, ça va être celui-ci, maintenant, il est délinquant. Hein, je me mets, l'ASE dit maintenant, il a commencé à délinquer, il est trop dur, donc on ne va plus le prendre en charge en protection de l'enfance, mais il faut le basculer au pénal complètement. Ça va être les enfants placés qui subissent un étiquetage de la part de l'institution scolaire avec des conséquences également, etc. Donc voilà, est-ce que par rapport à ces questions d'identification, tu aurais des choses à dire? Enfin, j'imagine que oui, depuis cette fois-ci dans le concret quoi, du fonctionnement
Oui, oui, non, mais bien sûr, moi, au-delà de l'identification, je parle surtout de stigmatisation, parce que c'est un sentiment que beaucoup d'anciens enfants placés partagent même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a des retours d'expérience ou ne serait-ce que des membres d'associations d'anciens de l'ASE qui échangent entre eux, cette question revient systématiquement au cœur des débats. Et elle est pas sans conséquence. C'est-à-dire que la stigmatisation des enfants placés et l'étiquette qu'on peut leur coller à certains moments, d'une part, elle trouve sa source dans l'histoire. Moi, je rappelle quand même que après la Seconde Guerre mondiale, on parlait d'enfants débiles, on parlait d'enfants enfin, j'ai plus les termes, ce sont tellement ils sont ignobles de toute façon, mais on avait déjà dans le langage professionnel ou dans la manière d'aborder la vie de ces enfants une manière très péjorative de les définir. Et aujourd'hui, nous, enfin, moi en tout cas, quand j'ai été placé, j'en ai payé les conséquences. Il faut savoir que quand on catégorise un enfant, alors on aime bien les appeler les patates chaudes, les incasables, etc. Donc ceux qui ont des besoins plus importants, notamment au niveau du soin et au niveau de l'étayage éducatif, ça va marquer tout un parcours derrière. Et c'est souvent des enfants qui vont subir une instabilité dans leur placement avec des changements de lieu très fréquents, très récurrents. Alors notamment parce qu'on a sous-doté les moyens qu'on a alloués à cette politique publique et que les professionnels qui accompagnent ces enfants-là ne sont plus en capacité, alors, et c'est très vrai aujourd'hui, d'être dans de l'individualité. Donc on a des petites cases toutes prêtes qui vont, quand l'enfant est inscrite dedans, conditionner tout le reste de son parcours à l'ASE. Moi, il y a une anecdote personnelle que je voulais vous apporter sur cette thématique, c'est la rentrée. Ma rentrée d'école en classe de sixième, je venais d'arriver dans un nouveau foyer, donc à l'âge de 10 ans et demi, j'allais avoir 11 ans. Et la première question que mon professeur principal m'a posée le jour de la rentrée, c'est, et je cite, et toi, Lies, qu'est-ce que tu as fait pour être à la Tournelle? Donc, c'était le nom de la structure. Et il y avait vraiment, ça nous positionnait, qu'on ait eu ou pas des problématiques de comportement, qu'on soit ou pas agité. Le fait d'appartenir à cette institution, de fait, nous positionnait à une place où on était suspecté d'avoir commis des actes de délinquance ou d'être considéré comme des enfants dits à problème. Je pense que c'est vraiment une méconnaissance aussi de la réalité des enfants placés. Je pense que c'est une méconnaissance de ce qu'est un enfant placé, et on en parle, et c'est ce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est des sujets dont il faut qu'on parle beaucoup plus pour justement, enfin, et sur lesquels il faut informer aussi le grand public et l'ensemble des professionnels pour éviter d'être confronté à ce type de situation. Par exemple, moi, c'est un parallèle qui m'a beaucoup questionné, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. On a beaucoup, pendant les débats liés à l'inceste, on a beaucoup parlé des victimes, alors on les a positionnés à une place d'enfants fragiles, d'enfants victimes, etc. Et on a complètement oublié que ces enfants-là, une fois qu'ils avaient été repérés et une fois que la justice s'était saisie, se retrouvaient pour beaucoup placés à l'aide sociale à l'enfance, avec un changement de statut finalement au cours de leur placement, où ils ne sont plus des enfants victimes, ils sont des enfants placés. Donc ce continuum entre les raisons du placement qui va susciter de l'émotion, de l'empathie et on va dire une adhésion, en tout cas sensible, humaine, à ce que représente cet enfant-là, disparaît une fois qu'il intègre une fois qu'il intègre le système de protection de l'enfance. Donc pour moi, vraiment axé sur la formation des professionnels, c'est fondamental, mais surtout leur redonner les moyens d'être dans de l'individualité. Parce que souvent, quand on parle d'enfants dits à problème, incasables ou s'orientant vers la délinquance, c'est essentiellement parce que les problématiques n'ont pas été traitées en amont, parce que les diagnostics n'ont pas été posés suffisamment tôt, parce que les évaluations, notamment cognitives, n'ont pas été effectuées. Donc il y a vraiment tout un travail préventif à opérer qui ne peut se faire sans moyens supplémentaires. Ça, c'était la première des choses. Et puis la deuxième des choses, moi, peut-être qu'on en parlera après, tu me diras, Anne-Laure, mais la deuxième des choses, moi, qui me scandalise, c'est la manière dont on parle des enfants placés, dont on écrit sur les enfants placés, et notamment dans le cadre des rapports transmis aux magistrats. Moi, ça m'avait profondément marqué, et ça contribue à cette stigmatisation des enfants placés, à leur mise dans des cases très restrictives et absolument inadaptées. Moi, j'avais lu, quand j'avais eu 18 ans, mon dossier judiciaire,
et une des professionnelles qui m'accompagnait vers l'âge de 8 ans avait écrit « L'IS est un enfant manipulateur qui sait user de ses charmes pour séduire les adultes et obtenir ce qu'il veut. » Donc voilà, ça c'est profondément brutal, c'est profondément violent déjà de le lire quand on est sorti du système et de s'apercevoir que le regard qui était posé sur nous et sur nos vies était aussi réducteur et aussi dégueulasse. Et puis surtout, je trouve ça extrêmement grave parce que c'est des jugements de valeur, parce que juridiquement, il ne devrait pas être permis dans le cadre de rapports à destination des juges des enfants d'émettre ce type d'opinion, si je peux appeler ça de cette manière. Et donc, on a aussi un vrai travail à faire sur la manière de rédiger les écrits qui concernent les enfants placés pour justement éviter d'employer des termes qui soit sont illégaux parce que n'ont rien à faire dans des rapports comme cela et portent atteinte à la dignité de l'enfant, soit sont tout simplement déplacés. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux réflexions à mener de front et qui jusqu'à présent ont beaucoup de mal à émerger. Nous, on essaye d'aller dans les centres de formation pour travailleurs sociaux pour essayer de leur apporter cet éclairage-là. C'est vraiment pas simple. On a beaucoup de portes qui restent fermées parce que, encore une fois, la parole de ceux qui ont été concernés, et alors particulièrement ceux qui sont adultes du coup aujourd'hui, même si j'aurais souhaité que des enfants aillent dans les centres de formation pour avoir une parole à ce niveau-là, mais eh bien, est toujours reléguée au second plan et cette expertise expérientielle ne vaut pas ce qu'elle devrait normalement valoir à leur égard. Je te remercie, en fait, tu as anticipé la question éventuelle suivante que j'avais. Juste sur les enfants victimes d'inceste placés, je dirais, pour compléter ce que tu as dit, il y a même un côté, ils sont maintenant presque suspects de pouvoir reproduire ce qu'ils ont subi dans leur lieu de placement. C'est-à-dire que le changement d'étiquetage, entre guillemets, est presque radical dans certains cas, quoi. Ils deviennent de victimes fragiles à potentiel auteur dangereux, quoi. Oui, puisque en fait, si je comprends bien ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut jouer sur deux choses, c'est-à-dire à la fois les moyens, et c'est par rapport à ce qu'évoquait Wilfried, on a tendance en fait, à reprendre les étiquetages qui nous précèdent, nous comme juges. Et c'est vrai que dans nos pratiques, on a beaucoup cette idée de l'œil nouveau qui fait du bien dans un dossier, quand un nouvel éducateur reprend la suite, quand parfois il y a un changement de lieu d'accueil. On est surpris de voir que l'enfant, en fait, dans un autre environnement, se comporte complètement différemment, un autre regard est posé sur lui. Même parfois le changement de juge qui se dit « Ah oui, mais ça, on n'avait pas creusé, ça serait bien de le faire. » Voilà. Et là, ça rejoint aussi la question des moyens, ce que tu disais, donc, ordonner telle expertise, telle enquête pluridisciplinaire. Et puis aussi les représentations et un peu les stéréotypes qu'ont certains travailleurs sociaux ou juges. Mais à contrario, pardon, je voulais juste compléter, mais à contrario, on a aussi l'autre exemple du bon enfant placé. C'est-à-dire qu'à la fois, on a cette image stigmatisante des enfants placés qui vont être hors des cadres qui leur ont été imposés, qui ont été définis pour eux et non par eux. Et on a aussi les bons enfants placés qui ont cette image-là. Moi, je pense notamment aux mineurs qu'on dit non accompagnés, qui sont dans le système de protection de l'enfance, alors pas dans le débat politique, hein, qu'on s'entende là-dessus, mais au niveau des professionnels de l'action sociale mis en valeur comme étant des enfants travailleurs, comme étant des enfants impliqués dans leur scolarité, très matures, très autonomes, etc. Donc on a aussi ce travers-là qu'il ne faut pas invisibiliser puisqu'il a aussi des conséquences dramatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un enfant, notamment particulièrement, singulièrement un mineur non accompagné qui remplirait toutes ces caractéristiques et qui est mis en valeur et mis en avant de cette manière-là, le suivant qui va présenter qui va avoir plus de difficultés à remplir les conditions, ou en tout cas ce que je viens de citer précédemment, va se faire ramasser 2 fois plus fort que ça n'aurait été le cas si on n'avait pas eu cette vision des mineurs non accompagnés. Donc il y a vraiment aussi les deux versants, soit la survalorisation qui pose un problème parce qu'elle ne permet pas à l'enfant, ou en tout cas aux enfants qui sont connotés dans cette catégorie de MNA, d'avoir droit, avec des guillemets, à l'erreur, entre guillemets, et à contrario, pour les enfants placés qui souvent le sont depuis très longtemps avec des instabilités dans leur parcours, une image de délinquance, etc. Donc il y a vraiment ces deux visions-là, je pense.
Oui, avec des conséquences sur la prise en charge. Et je dirais, avec aussi ce stéréotype que l'enfant qui ne fait pas parler de lui, qui ne fait pas de bruit, est nécessairement un enfant qui va bien. Or, typiquement, pour les mineurs non accompagnés, on sait qu'ils ont pu traverser des traumas, etc., qui ne sont pas du tout pris en charge. Alors, du coup, ça me donne la transition parfaite pour me tourner vers Tal, puisque, effectivement, cette question de l'identification des enfants, en réalité, on voit bien que ça rejoint la question des représentations de l'enfance, que tu as commencé à évoquer un petit peu tout à l'heure, qui viennent un peu sous-tendre ces processus d'identification et dont l'IS vient d'expliquer qu'effectivement, les professionnels de l'enfance eux-mêmes et elles-mêmes ont parfois des stéréotypes sur ce qu'est un enfant, ce que doit être un enfant, etc. Le bon enfant, le mauvais enfant, etc. Et donc, toi, Tal, dans l'article, tu as écrit cet article qui est assez critique, justement, par rapport à un certain nombre de représentations de l'enfance. Tu as pu notamment venir discuter des termes qu'on emploie, en fait, sans parfois, finalement, les interroger, comme le terme de protection de vulnérabilité, l'enfance est associée à un manque de rationalité, etc. Tu critiques finalement ce que tu nommes le modèle paternaliste de cette protection de l'enfance, de prise en charge des enfants, et on arrive justement à interroger et à remettre en perspective complètement la question du statut juridique de la minorité. Donc peut-être, si tu veux, dans la suite, en fait, développer un petit peu et réagir alors, par rapport à ce que tu as entendu, mais aborder ces points. Je te laisse la parole. Alors, oui, je peux réagir rapidement à ce que j'ai entendu. Effectivement, oui, j'ai l'impression par rapport à ce que disait Wilfried, qu'on ne sort pas des identifications. Ça, c'est clair que voilà, il y a un caractère néfaste du fait d'être assigné à une certaine étiquette et qu'en même temps, est-ce qu'un monde où il n'y aurait pas d'étiquette est possible? Ça, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me frappe, en tout cas, dans mes activités associatives où j'ai pu accompagner et entendre des enfants victimes de violences, de différents types de violences, c'est qu'en fait, les identifications, elles vont assigner l'enfant, elles vont avoir des effets en fait, sur la prise en charge de la violence directement. C'est-à-dire que avec des représentations qui se croisent et qui sont honnêtement assez fascinantes, enfin, c'est quand même une architecture où j'ai entendu par exemple, des propos d'enseignants qui considéraient que certaines mères africaines, ivoiriennes, il y avait des théories sur littéralement toutes les nationalités. Mais je donne un exemple, cet enseignant qui me dit, voilà, les mères africaines tapent. Et donc, en fait, ça servait à la fois à dire, bon, bah, du coup, c'est normal, dans leur culture, c'est normal, du coup, bon, bah, je ne vais pas intervenir, ou de la part d'autres enseignants de dire, ah, bah, il faut intervenir rapidement puisqu'on sait que ces enfants sont en danger. Des sortes de représentations pas étayées qui vont comme ça s'entrecroiser en permanence, ou pareil, sur, voilà, qui serait victime de violences sexuelles, comment on se représente un enfant victime de violences sexuelles. Avec ces rapports, oui, de genre, de classe et de race qui sont en permanent mobilisés. Oui, pareil, l'institution policière qui nous dit cet enfant n'est pas victime d'inceste parce que les parents l'ont bien habillé, enfin, il parle bien, quoi. Mais c'est vraiment, vraiment ce que la personne nous a dit, où en fait, c'est des identifications qui vont fonctionner comme des écrans pour certaines prises en charge. Et après, par rapport à ce que tu disais, Lies, ça me fait réfléchir aussi sur, effectivement, un des souhaits qu'on a quand on constate des situations de violence, c'est de se dire il faut réagir. C'est-à-dire il y a des violences intrafamiliales qui sont entendues. Il faut qu'il y ait un système de soins, ou en tout cas de résolution de ces violences. Et en fait, je sais pas, c'est horrible à dire, mais moi, je me retrouve dans des situations où à la fin, j'ai entendu des gens, et moi-même, je me posais la question de me dire, mais en fait, si tel enfant victime d'inceste dénonce les violences et que finalement tel enfant est placé, est-ce que la situation sera plus positive? Enfin, je veux dire, on en est quand même là. Enfin, c'est hallucinant qu'on en soit à se dire, bah, en fait, est-ce que ça serait pas mieux qu'il reste dans sa famille parce qu'en fait, ça va être tellement violent. Enfin, c'est dramatique, quoi. Même
en tant que voilà, personne qui, adulte, qui constate des violences graves, c'est très choquant, quoi.